Les investisseurs, prenez du risque. On a besoin. Il faut vraiment arrêter de penser que ce qui est culturel, ce n'est pas un secteur stratégique pour le Maroc. On va parler d'agritech, on va parler de fintech. La culture, on fait « Ah, tiens, il y a une start-up culturelle ». Déjà, le mot, il paraît un peu bizarre. Est-ce que toi, tu irais dire que les piscines de la Corniche, le cinéma Saada, là où Nasser Riwan chantait, le marché du Maarif, c'est pas du patrimoine. Non, c'est une plateforme qui embarque des audio-guides, donc des circuits pour découvrir les villes du Maroc. Dans cette application, je lis tous les livres que tu n'as pas le temps de lire. Il y a quelques mois, on a signé une convention de partenariat avec le ministère de la Culture. Et il y a une sorte de garantie que ce qu'on raconte, c'est pas n'importe quoi. Une ville comme Casablanca, elle a besoin d'une application. Une ville comme Assila, elle en a encore plus besoin. On est un écosystème d'entrepreneurs, mais je sais pas si on est un écosystème de start-upers. Aujourd'hui, la problématique de nos incubateurs, où on se retrouve parfois en compétition avec des start-up sur des filières qui sont très larges. السلام عليكم مرحبا بكم في بودكاست تاع كوزون اللي كل مره كنانفيتيو فيه فونداتور ولا ان اكتور تاع ليكوسيستيم دينوفاسيون اي لونتربرونيا في المغرب. اليوم معنا واحد لانفيتي سبيسيال مهجة بركة la fondatrice de la startup Citizen qui est en train de révolutionner les visites guidées تاع لي فيل. بدات مدينه تاع كازا ودابا مشات لبزاف تاع المدن. ليبيزود غيكون بالفرنسي، خليكم معنا باش تكتشفوا القصه ديالها. Bonjour Mahja, on est honoré de t'avoir aujourd'hui au podcast Kozon. C'est un plaisir pour moi, vraiment merci pour le privilège de l'invitation. Merci à toi pour être là, pour tout ce que tu fais à la ville de Casablanca. Vraiment, je voulais te féliciter par rapport au renouvellement de ton mandat en tant que secrétaire général de Casa Mémoire. Merci. Mais avant de parler de ça, on aimerait bien connaître ton parcours, ton histoire. Alors, moi, je m'appelle Mahja Naïd Barka, je suis franco-marocaine, j'ai 43 ans, 44 ans dans quelques jours, parce que je suis née au mois de février. Je suis née en France d'un papa qui est originaire de la région de Ouarzazate, d'où mon nom, Naïd Barka, et d'une maman qui est originaire du nord de la France. Et par rapport à mes études, donc moi, je viens du monde du digital, puisqu'en fait, j'ai un master en marketing management, d'ailleurs que j'ai consolidé par la suite avec un master en innovation. J'ai un MBA en intelligence économique et globalement, je viens du monde du conseil digital. Il faut aussi dire que je fais un peu partie de la génération où on aime bien avoir des casquettes différentes. Donc même quand je faisais du conseil, j'avais déjà d'autres choses dans la tête. Tu as parlé de Casa Mémoire. En fait, quand je me suis installée à Casablanca il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai rejoint cette association. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'occupe beaucoup parce que c'est du bénévolat, mais être secrétaire général d'une grosse association, ça prend du temps. Et sinon, je fais de la formation, je fais du coaching, je fais vraiment plein de choses. Et je suis aussi créatrice d'une start-up dont j'imagine que tu vas me parler. Très bien. C'est très, très, très riche. On va dire, c'est diversifié. Aujourd'hui, on va parler de la start-up Citizen. Yes. Ouais. Et d'où l'idée est venue et quelle problématique tu as trouvé et que tu es en train de résoudre? Alors en fait, la problématique, elle vient vraiment du terrain. En fait, je me suis aperçue à travers le rôle que j'ai dans l'association Casa Mémoire, mais aussi dans mes balades au quotidien à Casablanca et dans les villes du Maroc, qu'en fait, on a un patrimoine marocain, c'est de l'or. Vraiment, c'est un trésor. Parce que notre patrimoine, il est extrêmement riche, il est très ancien. On a une des monarchies les plus anciennes du monde. On a vraiment un État-nation qui est très, très puissant, avec des vagues dans notre histoire qui sont incroyables. Mais malheureusement, je fais souvent le constat que les gens connaissent très peu cette histoire parce qu'elle est peu visible dans la ville. Il y a peu de signalétique, il y a peu de dispositifs de médiation culturelle. On a peu de musées, ou alors les musées, on considère que c'est pour une certaine élite et on n'y met pas les pieds. Et bref, ce patrimoine, il ne connecte pas très, très bien avec la population. Donc moi, je suis partie de ce constat, en fait, en mettant en place déjà des premières découvertes à Casablanca. Donc c'était vraiment il y a quelques années, il y a 5 ans, j'ai lancé un premier concept avant la start-up qui proposait des visites guidées régulièrement à Casablanca. D'ailleurs, au départ, c'était totalement gratuit. Et j'invitais les gens à venir se balader avec moi. Donc, selon les mois, je choisissais le Maarif, le centre-ville, la Corniche, les Mohammadi. Et à chaque fois, comme je suis bonne élève, je préparais des petites fiches et je jouais les guides. Et en fait, j'étais étonnée déjà que mes visiteurs, c'était des Casablancais. D'accord.
Et c'était étonnant parce qu'on passait 1 heure ensemble. Je leur racontais ce que j'avais trouvé. On s'arrêtait devant un cinéma, devant un ancien café, devant un beau monument. Et à chaque fois, on terminait la visite, ils me disaient, mais c'est incroyable, tu m'as fait redécouvrir des choses. Et donc, je me suis dit, mais comment on pourrait amplifier ça et leur mettre dans les mains un petit outil, bien sûr avec un téléphone, parce qu'on a tous cet outil-là dans la poche, c'est Mhm. démocratique, le téléphone. Mhm. Et donc, comment on pourrait commencer une histoire où moi, je documente le patrimoine de nos villes en partant par Casa, et puis je le partage avec tout le monde. Et Mhm. c'est pour ça qu'il y a 1 an, j'ai lancé donc cette application Citizen. D'accord. Donc, Citizen consiste à vraiment, on va dire, démocratiser Mhm. l'accès à l'information Oui. par rapport à la ville. Mhm. Donc, on va dire, c'est un guide Oui. donc, qui est à la fois, et ce qui permet de connecter voilà, les utilisateurs de l'application par rapport à la ville, mais également par rapport à d'autres guides. Alors, Comment ça fonctionne Alors aujourd'hui, ouais. comment ça fonctionne? Donc aujourd'hui, c'est une web app. Mhm. Donc là, on est en train de finaliser l'application, mobile. Donc vous allez vous connecter sur app.citizen.com Mhm. et vous allez accéder aujourd'hui à une carte qui couvre 6 villes au Maroc. Donc vous allez pouvoir, déjà identifier tous les lieux que Mhm. l'on inventorie. Donc aujourd'hui, au mois de février, on a stocké dans l'application un peu plus de 700 lieux. Donc on va aussi bien retrouver des lieux très connus, la grande mosquée Mhm. Hassan II, les Oudaya, Chella, les madrasas de Salé, et en même temps des lieux du quotidien. Parce que justement, moi, je veux démontrer que le patrimoine au Maroc, c'est le patrimoine grandiose, mais c'est aussi du petit patrimoine. Par Mhm. exemple, en étant casablancais, est-ce que toi, tu irais dire que les piscines de la Corniche, c'est pas du patrimoine? Est-ce que tu irais dire que le cinéma Saada, là où Nasser Riwan chantait, c'est Ouais. pas du patrimoine? Est-ce que tu irais dire que le marché du Maarif, c'est pas du patrimoine? Non. Tu vois, le patrimoine, il a plein de visages. Il a un visage monumental, la grande mosquée Hassan II ou la Mahkama des Habous, mais en même temps, ça peut être un patrimoine du quotidien, mais qui nous connecte avec plein d'histoires. Ouais. Des histoires de musique, des histoires de sport, des histoires liées à la politique ou au mouvement national. Donc en fait, aujourd'hui, il y a tous ces lieux qui sont stockés dans l'application et qu'on peut donc visiter à travers des circuits. Mhm. Donc, exemple, tu es à Casablanca, tu vas pouvoir filtrer les circuits en durée de temps. Tu Mhm. as 45 minutes ou tu as 3 heures. Ok. Est-ce que tu veux que ce soit un peu sportif? Tu es prêt à marcher 6 ou 7 kilomètres ou non? Tu veux marcher 800 mètres. Est-ce que tu veux un circuit qui est un peu technique, avec de l'information riche? Ou par exemple, tu es avec un enfant, tu veux quelque chose d'assez simple? Et donc, à partir de ces choix-là, on recompile et nous, on te fait une shortlist. Mhm. Par exemple, on va te proposer un circuit classique, l'ancienne Médina de Casablanca. Donc, une fois que le circuit t'intéresse, tu vas le déverrouiller. Donc, aujourd'hui, c'est un circuit qui est payant, il coûte 49 dirhams. Et une fois que c'est déverrouillé, tu accèdes à une carte interactive où tu vas te balader du point 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, chaque escale, tu vas avoir une description audio, donc en français, en arabe, en anglais. Tu vas avoir des photos, tu vas avoir des vidéos. Donc, l'idée, Excellent. c'est vraiment de pouvoir se balader en toute autonomie. Tu n'as plus besoin d'être accompagné. Ok. Donc, tu fais le parcours à ton rythme. Ok. Moi, je t'ai dit que le parcours, il prend 1 heure et demie, mais si tu veux, tu peux le faire en 3 fois. Tu peux revenir le lendemain et le refaire. C'est vraiment très agile. Et puis, tu vas donc embarquer dans plein d'histoires. Moi, j'aime bien dire que dans cette application, je lis tous les livres que tu n'as pas le temps de lire. C'est-à-dire que tous les guides, tous les livres un peu obscurs, moi, je les ai digérés et je te fais des résumés efficaces. Donc là, j'ai parlé d'un circuit sur la Médina, mais on a un circuit, par exemple, sur le sport à Casablanca. Mhm. Si tu veux découvrir l'épopée du Wydad et du Raja, si tu veux entendre parler de Nawal Moutawakil ou de Marcel Cerdan, on a un circuit sur le street art, on a un circuit sur la Corniche, là où tu découvres les premiers concours de Miss Maroc et le prix de Formule 1 de Hein Diep qui a eu en 1958. Enfin bref, on a la grande histoire et Ouais. la petite histoire. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui embarque des audio-guides, donc des circuits pour découvrir les villes du Maroc. Mais pour demain, on a plein d'ambitions. On veut lancer un annuaire des commerçants et des artisans Mhm. pour que dans ton circuit, à un moment, si tu veux t'arrêter pour prendre un café dans un petit endroit typique, tu pourras. Si tu veux faire du shopping aussi, on aura un agenda culturel. Si tu veux rajouter, par exemple, un atelier d'initiation aux éliges, ou si tu veux aller rencontrer une coopérative ou faire quelque chose avec, par exemple, un enfant qui t'accompagne. Et on est en train d'entraîner aussi un chatbot IA
Mhm. pour que on puisse te proposer des recommandations personnalisées par rapport à tes centres d'intérêt. Tu aimes le sport, eh bien tiens, on va te proposer des circuits, mais on va aussi te proposer des podcasts, on va te proposer des activités qui sont liées au sport à Casablanca, mais toujours sport et culture. Très bien, excellent. Donc là, si j'ai bien compris votre business model, il repose sur les Oui, utilisateurs qui pour le payent moment. pour le moment, Mm, qui unlock on va dire un circuit. En exactement. contrepartie, ils vous payent. Donc, et votre vision, elle est très ambitieuse. Et là, quand tu es en train de parler de Casablanca, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Mm, Et je me dis que c'est l'une des forces de Citizen. Et pourquoi les Casablancais, par mm, exemple, ils utilisent cette application? Parce que simplement, ça rappelle des oui. souvenirs. Et moi, par exemple, si vous allez me dire, il y aura un circuit par rapport au centre-ville de Mm, Casablanca et l'histoire par rapport mm, à un bâtiment mm, où je passe chaque jour à côté. Moi, je connais exactement. même pas son histoire. Il y a quelqu'un qui va me raconter son histoire. Ah ben, je vais avec fierté, je vais dire là, je Mm. suis passé par là. Il y avait donc Et c'est pour ça que sur les descriptifs qu'on a rédigés, à la fois ils sont rédigés par des experts, donc il y a un haut niveau de rigueur. Et d'ailleurs, on est très fiers puisqu'il y a quelques mois, on a signé une convention de partenariat avec le ministère de la Culture. très Donc c'est bien. une convention sur 3 ans. En fait, ils ont été mettre le nez dans notre application et il y a une sorte de garantie que ce qu'on raconte, c'est pas n'importe quoi. Et ça, c'est important parce que quand on cherche de l'information historique sur le Maroc, il y a tout et n'importe quoi sur internet. Et alors effectivement, il peut y avoir des choses très sérieuses, il peut y avoir aussi, des TikTok et des reels sur Instagram où 80 des choses sont fausses, mais ça rend bien à l'écran, donc on se casse pas la tête. Ouais. Donc nous, vraiment, on a un niveau d'exigence scientifique qui est important et qui est validé par le ministère, mais en même temps une langue très simple. Parce qu'on s'adresse à des publics qui parfois sont pas des urbanistes ou des architectes ou des historiens. Donc on doit vraiment, avoir une langue très orale, et qui surtout, invite à la découverte et donne surtout envie de rester et d'aller jusqu'au bout du circuit, voire peut-être même d'en faire d'autres. Très bien, excellent. Donc, c'est vraiment, on va dire que c'est une solution qui est fiable Mmh. et qui permet d'avoir une certaine confiance Oui. envers, par exemple, un touriste qui va venir à Casablanca. Donc, et je ne sais pas, peut-être que c'est la différenciation hein, par rapport aux autres applications qui existent actuellement. Mmh. C'est que c'est déjà quelque chose qui est certifié, qui est déjà Mmh. reconnu par le ministère de Oui. la Culture. Est-ce que c'est le seul point de différenciation ou bien il y en a d'autres? Alors déjà, il y a le fait, que le contenu, il soit rédigé par des Marocains qui aiment le Maroc. Ça, c'est Mhm. important parce qu'il existe aujourd'hui des applications comme la mienne, mais qui sont en fait des applications internationales. Donc le contenu pour Casablanca ou Marrakech, peut-être il est rédigé à Paris ou à New York. Là, non. Nous, on a vraiment une sorte de souveraineté made in Morocco. Les contenus sont produits, au Maroc par des Marocains. Effectivement, ils ont un label, de garantie. Ça, pour nous, c'est essentiel. Ensuite, ils sont embarqués dans une application. C'est le grand paradoxe, en fait, de Citizen, ce qu'on appelle de la low-tech. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interface très compliquée. Derrière, il n'y a pas des fonctionnalités qui s'appuient sur des brevets. C'est globalement très simple. C'est des cartes interactives qui ont peut-être même une ressemblance avec du Google Maps. C'est des audios façon YouTube. Mais justement, ce grand minimalisme, c'est une des qualités de l'application. Parce qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Et on Ouais, n'a pas besoin de te dire, tu cliques à droite, à gauche. On présente l'application à n'importe quel type de ouais. public. Spontanément, on sait comment l'utiliser. Donc ça, c'est aussi une grande force. Et après, il y aura aussi quelque chose que je vais mettre en avant, c'est le côté très évolutif. En fait, on s'est lancé il y a 1 an avec une seule ville, Casablanca. Aujourd'hui, on en couvre 6. Là, on est en train d'en finaliser 3 autres. Constamment, il y a une nouvelle couverture. Nous, notre objectif, c'est 25 villes d'ici 2 ans. Donc, on est très ambitieux. Très bien. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est peut-être une différenciation. Il y a beaucoup de l'application touristique au Maroc qui mettent uniquement la priorité sur les villes qui sont évidentes au niveau touristique. Agadir, Fès, Marrakech. Ok, ouais, Nous, on couvre ces villes-là, mais vous pouvez aussi découvrir Chefchaouen ouais. ou Essaouira ou Assila. C'est aussi du patrimoine. Alors Ouais. bien sûr, c'est peut-être là où on a 20 circuits à Casa, à Assila, on n'en aura qu'un. Mais pour nous, c'est important d'avoir une sorte encore de démocratie territoriale Ouais. et de dire que même des villes euh, moins visibles touristiquement, elles sont aussi présentes. Et d'ailleurs, pour nous, c'est vraiment essentiel, c'est le côté un peu militant de Citizen. On considère qu'aujourd'hui, une ville comme Casablanca, elle a besoin d'une application, mais une ville comme Assila, elle en a encore plus besoin parce que eux n'auront peut-être jamais l'opportunité de développer leur propre application. Donc nous, en quelque sorte, on fournit une vitrine digitale pour toutes les villes du Maroc Très pour bien. inviter même à aller faire un focus
sur des territoires auxquels on ne penserait pas. Mais C'est avec à chaque fois un gros niveau qualitatif. très bien. Et vous êtes maintenant, vous avez une projection sur 25 villes, Oui, 25 villes marocaines dans les 2 prochaines dans années, les ouais. 2 prochaines années, Inch'Allah. Et Mmh. je crois que vous allez atteindre cet objectif. Parce que Merci. avec ce que vous faites Mmh. actuellement, vous êtes sur le bon chemin. Mmh. Moi, la question, est-ce que vous pensez voilà, à faire ressortir ce modèle-là, cette application-là, vers d'autres pays? Est-ce que c'est l'un de vos projets, de vos Alors, on a déjà encore ambitions? beaucoup de travail sur le Maroc. OK. Donc déjà, il faut finaliser ce plan parce qu'on parlait de la couverture des villes, mais on a aussi du développement technique à faire, Mhm. technologique. Quand je parlais de l'annuaire, quand je parlais de l'agenda culturel, quand je parlais aussi du chatbot IA. Donc aujourd'hui, on n'a pas de tech, mais on va devoir Vous en aurez monter besoin. en expertise là-dessus. Surtout, il y a un gros plan de communication parce que qui dit population touristique, ça veut dire qu'en fait, il faut capter le touriste avant même qu'il pose le pied au Maroc. Mhm. Parfois, il faut le capter jusqu'à 6 mois à l'avance. Quand le Mhm. touriste, il est peut-être au mois de février et qu'il commence à penser à ses Ces vacances du mois vacances. d'août, et où là, peut-être, il hésite entre le Maroc et la Turquie. Mhm. Et là, au moment où il y a cette shortlist qui est en train de se faire, il faut que nous, on puisse très rapidement se proposer pour dire, bah, viens au Maroc, et une fois que tu seras au Maroc, regarde comment on va te faciliter la vie pendant peut-être les 2 semaines que tu vas passer ici, puisque là où aujourd'hui, tu as besoin peut-être de plein d'applications pour réaliser plein d'actions. Parce qu'un touriste, quand il vient, de quoi il a besoin? Il a besoin de vivre des expériences, il a besoin de se restaurer, il a besoin de se déplacer. Aujourd'hui, il faut aller sur plein de plateformes. Ouais. Citizen, l'objectif, c'est d'avoir dans la poche un seul outil où tu peux, par exemple, avoir des recommandations de cafés et de restaurants qui sont sympas. Tu peux avoir des idées d'activités, tu peux Mhm. avoir des circuits touristiques à faire toi-même, mais aussi à faire avec des guides, parce qu'il y a aussi des activités collectives. Mhm. Et tout ça, c'est embarqué dans un compagnon de voyage. Donc là, déjà, il faut qu'on finalise le travail sur le Maroc, mais effectivement, tu as raison. La problématique qu'on a remarquée sur notre territoire, c'est la même en Tunisie, c'est la même en Algérie, c'est la même en Mauritanie ou en Côte d'Ivoire. Donc, ce serait un rêve pour nous de pouvoir développer un modèle presque de franchise. Parce Ouais. que l'idée, c'est pas que depuis Casablanca, je crée des circuits sur Abidjan, parce que justement, Ouais. je milite contre ça, Exactement. mais peut-être de fournir un socle technologique pour que des gens qui sont créateurs de contenu à Dakar ou à Abidjan puissent les Mhm. embarquer sur ma plateforme Ouais. et bénéficier de la visibilité que moi j'opère. Donc, avec un système voilà, de plateformes collaboratives où on retrouverait plein de villes et à chaque fois Mhm. des contenus qui sont certifiés parce que ceux qui les rédigent, ils sont au plus près des villes. Très bien. Excellent. Donc là, vous êtes en train de construire un système Oui, pour qu'il soit scalable. Et exactement. c'est une très bonne approche. Voilà, je vais poser une question par rapport au challenge, par Ouais. rapport aux difficultés, parce qu'en tant qu'entrepreneur, Mm, fondateur de start-up, mm, vous n'êtes pas sur le digital, mm. c'est sur du tourisme. Exactement. Oui, Déjà en termes de challenge par rapport à l'accès aux opportunités, oui. mais également par rapport voilà, à la résilience. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez voulu tout laisser tomber Mm. derrière? Donc, quel conseil donnerez-vous aux entrepreneurs qui veulent se lancer? Alors, c'est vrai que quand tu parles des défis, il y avait déjà un défi qui était important et qui est peut-être lié à mon âge. Parce que je sais Mhm. pas, les gens, ils ont peut-être remarqué que je suis pas une start-upeuse de 25 ans. Je suis une start-upeuse plutôt de 45 ans. Donc, il y a aussi le choix à un moment de vie où tu as un salaire confortable, Mhm. tu es installé comme salarié et tout se passe bien, alhamdoulilah, mais tu fais le choix de remettre tout en cause Mhm. et de dire je vais repartir de zéro. Ça-ci, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Donc, c'est peut-être le principal défi Ok. d'accepter peut-être pendant quelques années de mettre de côté un certain revenu, aussi un confort qu'on a pour retourner au travail Ouais. et surtout faire preuve d'humilité. Parce que quand on décide de créer une start-up, on repart d'en bas. Et il faut pas qu'on joue la directrice qu'on était avant. Parce que déjà, quand on commence, souvent, on est tout seul. Ouais. Et la directrice, fondatrice de Citizen, elle fait aussi la compta, elle fait les réseaux sociaux, elle fait la commerciale, elle pitch, elle va voir la banque, elle recherche des financements. Donc, il faut aussi être modeste par rapport à ça et ne pas se dire, mais oh là là, je suis tombée de ma chaise et je vais pas faire ça. Parce que sinon, ça va pas avancer. À un moment, il faut travailler, c'est Mhm. aussi ça. Donc, il faut être prêt justement à se lever le matin, à avoir de la discipline et à faire des choses qui peuvent être parfois très, très éloignées. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que moi, pourtant, venant du management, j'ai aussi découvert beaucoup de choses.
Parce que quand on crée une start-up, ça nous connecte à plein de choses. C'est des problématiques administratives, financières, de recrutement, etc. Donc, on est amené à aussi beaucoup, beaucoup apprendre pour être en mesure de répondre à tous ces besoins. Parce que si c'est pas vous qui le gérez, si vous retournez, il y a personne d'autre, hein. Donc, il y a pas le Ouais. choix. Donc ça, c'est vraiment des premiers défis qui sont liés déjà à la création de start-up. Ensuite, il y a d'autres défis qui sont liés au fait que moi, j'ai lancé un service dans une industrie qui est très expérimentale au Maroc. Puisque tout ce qui a trait à la culture, les industries créatives et culturelles, le tourisme, il y a beaucoup d'effervescence, mais globalement, ça rentre pas dans des cases, notamment de start-up. Aujourd'hui, on voit la scène start-up au Maroc, elle s'accélère, mais on va parler d'agritech, on va parler de fintech, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le retail. La culture, on fait ah, tiens, il y a une start-up culturelle. Déjà, le mot, il paraît un peu bizarre. Association culturelle, oui, mais start-up culturelle. Donc, j'ai aussi un gros travail cette fois-ci, c'est vers les autres. C'est le défi et l'obstacle que les gens en face de moi peuvent avoir. Il faut que je les convainque qu'en fait, on peut lancer une start-up culturelle qui ne relève pas que sur un modèle de subvention, mais qui crée de l'impact, qui crée de la valeur, qui crée des emplois. Moi, j'aime bien dire que, par exemple, quand on observe les États-Unis, tout ce qui est culture, art, cinéma, etc., c'est 5% de leur PIB. C'est quand même énorme. Exactement. Alors au Ouais. Maroc, d'ailleurs, les chiffres, ils sont encore assez flous sur le poids des industries créatives et culturelles. Il y a un objectif d'atteindre d'ici 2030 2%. Mais en tout cas, il faut vraiment arrêter de penser que ce qui est culturel, ce n'est pas un secteur stratégique pour le Maroc. C'est pas du tout le cas. C'est derrière, je pense, vraiment de la valeur, des emplois à la clé. On est un pays touristique et les gens, s'ils se déplacent, c'est pour venir aussi voir cette culture-là. Donc ça, c'est effectivement un défi que je peux avoir par rapport aux gens que j'essaie de convaincre pour soit me donner des financements, soit pour embarquer avec moi. Mais c'est un travail de pédagogie au quotidien. D'accord, très bien. Donc, c'est vraiment un travail énorme Mm, voilà, c'est un travail, comme tu l'as dit, de pédagogie. mm, Donc, mis à part ces aspects-là qui sont relatifs au challenge, mm, pour toi, quels sont on va dire, les ingrédients clés mm. pour être un bon entrepreneur? Est-ce qu'il faut de la résilience, de Mm. l'humilité? Quels sont pour toi les ingrédients pour Bah, j'en ai vraiment... parlé effectivement, Ouais. la modestie, l'humilité d'accepter de Ouais. redescendre d'en bas. Et après, je dirais la discipline et le travail. Parce que si c'est pas toi qui travailles, personne ne va le faire. Et il faut vraiment ne pas avoir peur, justement, parce que c'est une petite montagne hein, qu'on gravit quand Mhm. on décide de créer une start-up. Parce qu'on doit inventer tout un écosystème avec des partenaires, on doit inventer un service. Et il y a peut-être quelque chose qui, pour moi, reste aussi très essentiel, c'est de ne pas avoir peur, en fait, de l'erreur. Moi, j'ai la chance de me faire accompagner par un mentor Mhm. depuis 2 ans, puisque je suis lauréate en fait d'un réseau d'accompagnement. Et j'ai voilà quelqu'un qui est une sorte de parrain et de fée, voilà, avec lequel je discute souvent. Et nos points, ils sont assez rigolos. Enfin voilà, parce qu'à chaque fois, moi, j'arrive avec beaucoup, beaucoup d'inquiétudes et j'hésite à faire A, B, C et D. Et à chaque fois, lui, il me résume ça en disant déjà, just do it, c'est-à-dire fais et make it happen. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es peut-être au carrefour de plein de choses, mais en tout cas, agis. Peut-être que teste la 1, c'est pas bon, bah tu testeras la 2 après, mais ne reste pas inactive. Parce que justement, on a tendance à négliger en tant que start-up le potentiel de l'erreur. L'erreur, c'est avant tout une opportunité Exact. d'apprendre des choses, d'affiner. On sait qu'on le refera pas, l'erreur, voilà, mais en tout cas, il faut le faire et ne pas rester à se dire si je fais ça, peut-être qu'il y a un risque. C'est sûr, il y a peut-être un risque, mais prends-le. Si ça marche, ce sera génial. Si ça marche pas, eh ben c'est tout. On se relève, on ramasse ses affaires et puis on va vers la deuxième option. Mais ça, vraiment, je l'ai appris. Et c'est vrai que c'est peut-être des choses qu'on m'avait pas dites. Ouais. Parce que surtout quand on monte une start-up et qu'on a plus de 40 ans, on arrive avec beaucoup de certitudes. Ah oui, parce que moi, j'ai conseillé des gros comptes dans la banque, dans Ouais. l'assurance, dans les services, etc. On venait me chercher pour donner du conseil. Donc je me disais, mais ça va être les doigts dans le nez, ça va être très simple. Et non, il faut accepter qu'il puisse y avoir des difficultés, mais ne pas en faire tout un monde.
Ouais. C'est tout. C'est des difficultés. On va les traiter one by one et on va y retourner. Très bien. Déjà, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que les Oh. startups qui Mm. ont réussi, Mm. les fondateurs, la majorité des startups qui ont réussi, les fondateurs ont plus de 40 ans. Donc Ah, c'est bien. ça c'est une bonne nouvelle. C'est bien. Mais tu as raison. En Ouais. plus, moi, je suis surprise parfois de rencontrer des gens avec des startups à succès. Je leur dis, mais comment t'as fait? Ils me disent, Maja, je vais te dire quelque chose. C'est ma 4e startup. Tu oublies que peut-être avant celle qui marche, j'en ai testé 3 autres que j'ai fermées parce que ça marchait pas. Et là, tout à coup, ça change un peu la vision. Ouais. Parce que c'est vrai que on a tendance à nous vendre la légende du start-upper, qui est jeune, qui a une idée incroyable et qui, sur la base d'une idée et d'un pitch dans un ascenseur, arrive à faire une levée de fonds de plusieurs millions de dollars. On les connaît, ces Ouais. légendes. Moi, je Ouais. les ai jamais rencontrées, ces personnes, mais Ouais, elles existent. Apparemment, elles vivent parmi nous. Il y a Ouais. des gens comme ça. Et en fait, c'est une légende, désolée pour vous. Et souvent, c'est presque le contraire. C'est-à-dire, ceux qui y arrivent, c'est pas un petit miracle et c'est pas de la chance. C'est au contraire beaucoup de travail, beaucoup de discipline et beaucoup d'erreurs. Et voilà, moi, je suis surprise souvent de gens qui ont l'humilité de dire, cette start-up-là, elle marche, mais n'oublie pas qu'avant, il y en a eu plein qui n'ont pas marché. Exactement. Mais j'en ai tiré des leçons. Très bien. Moi, je crois que vraiment l'échec, c'est l'une des meilleures risk management strategies. Oui, Parce c'est qu'on bien fait dit. un petit test, Oui. on voit ça marche pas, et après on passe à Oui. autre chose. Tu as raison. Et même si on peut avoir des stratégies théoriques et tout, Mhm. mais l'exécution, c'est le plus important. Oui. Et là, je vais poser une question par rapport à l'écosystème entrepreneurial marocain, Oui. parce qu'il y a, on va dire, une certaine peur d'échec. Mhm. Et parfois, on va dire, je sais pas, ça peut être culturel, ça peut être Mhm. dans notre ADN, Oui. mais ça, c'est un vrai frein pour Mhm. les gens qui veulent entreprendre. Et je voulais poser cette question par rapport à cela, par rapport à l'écosystème marocain et par rapport aux startups que vous avez rencontrées. Alors déjà, il y a une vraie effervescence sur l'écosystème startup au Maroc. Enfin, tu le vois, je le vois. Il y a Ouais. vraiment beaucoup de choses qui se produisent. D'ailleurs, moi, j'ai été revérifiée parce que je voulais pas me tromper par rapport au levées de fonds. Ouais. Donc sur 2023, il y a à peu près eu 33 milliards de levées de fonds sur le marché marocain. 2024, on était à plus de 90 milliards. Donc déjà, en l'espace de 1 an, on multiplie par 3. Donc il y a une vraie effervescence, il y a des fonds qui sont en train d'être libérés, il y a des investisseurs qui sont prêts à prendre des risques et globalement, il y a plein de startups qui sont en train de se créer. Donc ça, c'est hyper positif pour moi. Mais voilà, il ne faut pas se cacher aussi les défis qu'on a encore. Quand j'ai cherché les chiffres sur le Maroc, très vite, j'ai lu aussi les chiffres sur le Kenya. Et là où le Maroc a 90 milliards de levée de fonds, le Kenya, c'est à peu près 700 milliards. 670, Ouais. quelque chose comme ça. Donc déjà, il faut faire de l'humilité parce que on est pourtant un grand pays, mais on prend relativement peu de risques pour financer de l'entrepreneuriat innovant. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi ce que j'aimerais pointer. On est un écosystème d'entrepreneurs, mais je ne sais pas si on est un écosystème de start-upers. Parce qu'il y a quand même une mentalité un petit peu spécifique du start-upper où on lance un produit qui par nature est innovant et avec la dimension risque qui est un peu plus forte. Je ne sais pas si tout le monde partage en fait la différence. Je suis pas, tu rigoles, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais voilà, un entrepreneur ne fait pas un bon start-upper, un start-upper ne fait pas un bon entrepreneur. Pour moi, déjà, c'est un start-upper, il est déjà empathique. Oui. Il a une mission. Oui. Il veut de Tu as l'impact. raison, il veut de l'impact et il a une mission. Oui. Et il a une problématique. Peut-être un entrepreneur. L'entrepreneur, moi, je vais dire que c'est plutôt chiffre d'affaires. Oui. C'est l'argent money driven, peut-être. Tu as raison. Par rapport à ça. Oui, oui. Et c'est des discussions qu'on a toujours à Causon avec les collaborateurs ici. Ils me disent, voilà, un start-upper, c'est pas un business owner. C'est deux choses différentes. Exactement. Et oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que malgré tout, il y a une génération comme ça de startups qui sont en train d'émerger au Maroc, mais globalement, elles sont encore confrontées à beaucoup de défis. Donc, on en parlait du financement, qui n'est pas à la hauteur de toutes les opportunités qu'on pourrait avoir, parce que globalement, on a un marché de financeurs qui reste risk-averse, enfin, qui sont un peu frileux à l'idée de mettre de l'argent dans des projets qui parfois sont à des stades très prématurés, d'idéation ou avec un petit peu de traction. Voilà, les investisseurs, prenez du risque. On a besoin. En fait, on a besoin de gens qui soient derrière nous et qui rêvent aussi grand que nous. Voilà, même si au départ, on n'a pas beaucoup de choses à montrer, à part peut-être un pitch deck et quelques chiffres, mais on a besoin d'être épaulé. Par rapport au réseau d'accompagnement, ça aussi, c'est en train vraiment de se professionnaliser. Moi, je le vois, je suis passée par plusieurs incubateurs. Le niveau est élevé, mais j'ai de la chance d'être à Casablanca. Parce que déjà, les incubateurs,
ils sont très concentrés en fait sur le Maroc du centre. Mais voilà, moi je me dis si je portais la même start-up, mais en étant à Guelmim ou à Nador, est-ce que j'aurais les mêmes opportunités? Mhm. Je veux dire, c'est quand même à Casablanca qu'on a la capacité de rencontrer des gens et de parler de son projet. Donc les chances, elles sont pas réparties pour tous les start-upers. Ouais. Voilà. Et après, je sais pas. Ouais, je trouve que c'est vraiment. Je suis très attentive en fait, parce que d'une année sur l'autre, on est en train d'accélérer. Mais c'est vrai que même quand ça prend 1 ou 2 ans pour accélérer, le rythme de vie d'une start-up, on compte en semaines, on compte en mois. Donc si on nous dit revenez peut-être dans 2 ans, le temps que l'écosystème est maturé, C'est c'est trop c'est trop tard. tard. Voilà. Donc c'est un rythme qui est très court, Ouais. mais en même temps, celui du start-upper, il est encore plus court. Donc Ouais. on a besoin d'avoir en face de nous des gens qui répondent vite, qui peut-être aient envie de nous faire confiance plus rapidement que dans des secteurs plus classiques. Très bien. Ben, je souhaite bon courage, Merci vraiment. beaucoup, Ali. Merci. Donc voilà, une autre question que j'ai posée, je vais revenir à la ville de Ouais. Casablanca et le lien par rapport à la ville et l'innovation. Mm. Donc, est-ce qu'on peut dire que déjà Casablanca, il y a beaucoup de concentration d'incubateurs, Oui. d'investisseurs, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que Casablanca est une ville d'innovation et est-ce qu'on peut avoir plusieurs modèles, c'est-à-dire que chaque ville elle a son propre modèle, comme le cas aux États-Unis, on voit Silicon Valley, c'est Mm. start-up, Mm. innovation. New York, c'est finance. Donc, est-ce Mm. qu'on peut avoir le même modèle au Maroc ou Avec des bien? filières ou des spécialités, tu Ouais, veux dire? exactement. Parce qu'il faut pas se leurrer, même aux États-Unis, quand tu dis, il y a des villes qui portent vraiment des mindsets très particuliers, c'est pour des services ensuite qui seront nationaux, voire même internationaux. Donc Exactement. l'histoire, elle démarre d'un écosystème qui effectivement propose du financement, propose de l'accompagnement, propose des conditions aussi de travail, hein. Cozone, c'est une super idée. On a besoin de ce genre de plateforme où tu vas avoir des services adaptés aux entrepreneurs, et aux start-upers. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Écoute, oui, moi j'aime bien cette idée en fait de filière. Je pense que ça permet en fait de se concentrer sur une priorité en Mhm. particulier. Et c'est peut-être aujourd'hui la problématique de nos incubateurs où on se retrouve parfois en compétition avec des startups sur des filières qui sont très larges. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui très peu d'incubateurs qui sont dédiés à un domaine d'activité. Alors moi, j'ai la chance d'être accompagnée par Game Changer. Game Mhm. Changer qui est un réseau d'accompagnement pour les startups de la scène touristique. Donc ça déjà c'est bien Très bien. parce que ça nous donne la garantie en fait d'être entre nous, entre startups qui partagent les mêmes enjeux, les mêmes problématiques et avoir derrière un réseau d'accompagnement qui est très ciblé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment positif. Et au Maroc, ce serait assez naturel parce que on a des villes qui portent parfois une casquette. Ça peut être des villes industrielles, ça va être des villes qui sont plus tournées sur Ouais. le tourisme, des villes tournées vers les services, vers l'agriculture. Euh, Casablanca, bien sûr, incarne un petit peu tout ça, mais Ouais. je pense qu'effectivement, ça permettrait de ne pas adresser tous les problèmes à la fois, mais peut-être de se concentrer sur comme ça des niches, mais en étant conscient que on n'oublie aucune niche et que Ouais. si on en oublie une, elle est traitée par une autre ville qui a un Exactement. écosystème percutant. Exactement. Je pense que c'est cette diversité qui crée de la De la richesse, valeur, ouais. qui crée de la valeur et avoir un modèle qui va être adapté pour chaque ville, pour ses Mhm. spécificités, ben, c'est ce qui va permettre les choses Oui. d'avancer. Voilà. Donc, En plus, ça ouais, permettrait aussi peut-être de développer des écosystèmes dans des villes qui sont peut-être pas matures. ouais, Mais on pourrait imaginer que des villes aujourd'hui qui n'ont pas une filière en particulier, mais le fait de mettre la lumière dessus, ça permettrait de les faire monter en compétences. Exemple, je sais pas moi, euh, Essaouira est une ville d'art. ouais, Imagine si à un moment on arrivait même à avoir un incubateur autour du design, autour de la création, ce serait intéressant. ouais. C'est-à-dire que cette promesse qu'incarne la ville d'Essaouira, elle irait même encore plus loin en professionnalisant ça. Donc on partirait de l'ADN d'une ville. Une ville comme Essaouira, c'est pas Marrakech ou c'est pas Fès. C'est vrai. Donc il y a un ADN historique Ouais. et on s'en servirait pour ensuite développer un écosystème d'entreprises qui comprennent un peu cette philosophie locale. Exactement. Ben, moi aussi, je crois en la vision que chaque ville a sa force. Oui. Et je crois également au fait que la création de valeur au Maroc Mmh. va se faire via l'entrepreneuriat, Oui. via les startups. Mmh. Donc, vraiment, on a besoin de Mmh. développer cet Mmh. écosystème parce que, voilà, on n'a pas le choix. Mmh. Et je pense que c'est très important.
Je pense que là, on va vraiment, voilà, notre podcast il touche à sa fin. J'ai pas vu le temps passer. La discussion était hyper intéressante. Exactement, c'est hyper intéressant. On peut parler des heures et Oui, des heures oui. sur la vie de Casablanca, sur tout ce que vous faites. Vraiment, je vous souhaite très bon courage. Merci Et là, on va beaucoup. passer au rituel de la fin, qui est le elevator pitch. Donc, cette fois-ci, ça va pas être, espérant que, voilà, il y aura pas l'histoire de la légende Mhm. qui rencontre un investisseur, voilà, Oui. dans un ascenseur. Mhm. Mais vraiment, ça va être sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez 60 secondes. Alors, imaginez explorer les villes du Maroc avec un guide sympa, disponible 7 jours sur 7, qui parle votre langue et qui est aussi bien collable sur les monuments historiques que sur les petits endroits secrets que seuls les locaux connaissent. Eh bien, surprise, ce guide, il existe déjà et il s'appelle Citizen. Alors, Citizen, c'est une plateforme digitale qui transforme l'exploration culturelle dans les villes du Maroc. Donc, on l'a lancé il y a 1 an et on a déjà des très bons retours d'expérience puisqu'on a dépassé la barre des 5000 premiers utilisateurs organiques et on a aujourd'hui une communauté sur les réseaux sociaux de 30 000 fans et abonnés. Donc, concrètement, Citizen propose des circuits immersifs, des cartes interactives, un audio guide pour visiter en toute autonomie et à son rythme les villes du Maroc. On a démarré avec Casablanca, aujourd'hui on couvre 6 villes et on a l'objectif d'en couvrir un peu plus d'une vingtaine d'ici 2 ans. On a aussi beaucoup d'ambition au niveau technologique puisqu'on souhaite développer un agenda culturel, un annuaire de services et un chatbot IA. L'objectif, c'est de créer avec Citizen un compagnon de découverte embarqué dans la poche et qui vous simplifie la ville lors de votre séjour au Maroc. Mais ça s'adresse aux touristes, mais aussi aux locaux qui sont curieux de redécouvrir leur environnement. On a beaucoup d'ambition pour le Maroc pour accompagner l'accélération. N'oubliez pas que pour 2030, on vise 26 millions de touristes. Il faudra être à la hauteur de l'expérience, mais on a aussi beaucoup d'ambition à l'échelle continentale de déployer notre service vers l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre la suite de nos aventures. Merci beaucoup. Merci Ali. Impeccable. Déjà, ce podcast qu'on a eu aujourd'hui, ça nous rappelle pourquoi on a lancé Cozon. Parce qu'à chaque fois, on a une start-up ou bien un acteur de l'écosystème qui nous parle de son histoire. Et vraiment, ça va influencer pas mal de personnes et ça va les inspirer à se lancer dans l'entrepreneuriat et J'espère. vraiment apporter de la valeur ajoutée. Merci beaucoup encore une autre fois et voilà, hâte de te voir dans d'autres épisodes. Merci beaucoup Inch'Allah. Ali. À Merci. bientôt. Au revoir.